Le stress et le burn-out sont en train d'exploser dans les entreprises. Arrête de les motiver. Quelle est une erreur majeure que font les entreprises dans la gestion de la santé mentale de leurs employés? S'il n'y a que ça qui est fait, c'est un peu comme si on mettait un pansement et qu'on ne va pas aller profondément sur le problème. Et le problème, parfois, il peut être... Et tu as accompagné une équipe de football pendant l'année de son sacre en tant que championne de Tunisie. Donc, devant le goal, la cage est vide et la balle part ailleurs. Notre cerveau est une machine à anticipation. Et cette anticipation-là, c'est ce qui nous permet de survivre au quotidien. Et c'est ce qui a aussi beaucoup permis à nos ancêtres de pouvoir anticiper le danger, de pouvoir anticiper les saisons, et donc de pouvoir s'adapter à des situations différentes. Cette capacité à anticiper les choses, c'était une aubaine pour eux. Aujourd'hui, les mêmes dangers n'existent pas. Il y en a d'autres, certains n'existent plus. Donc parfois, ça nous arrive de créer ces dangers de toutes pièces. Et c'est tout à fait naturel parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre quand c'est un prédateur qui vient vers nous ou quand c'est un manager qui nous engueule et qui vient nous dire pourquoi t'as pas fait ton boulot, etc. Et cette anticipation-là, on appelle ça stress, on appelle ça anxiété, on appelle ça aussi excitation, on appelle ça passion, on appelle ça ambition. Parce que ce même cerveau qui est fait pour anticiper les dangers, il est aussi capable d'apprécier un beau coucher de soleil, d'apprécier une œuvre d'art, une belle chanson. Et donc il y a beaucoup de contrastes dans notre façon d'anticiper la vie. Et il y a des disciplines qui ont été développées, certaines sont ancestrales, certaines ont été découvertes récemment, qui nous permettent d'orienter la programmation de notre cerveau vers danger ou beauté. Les deux sont importants, l'un n'est pas meilleur que l'autre, les deux sont vitaux pour nous, mais la question c'est qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui nous permet d'avancer et qu'est-ce qui nous retient. Donc, Sehil, tu es Master Trainer en hypnothérapie, en programmation neurolinguistique, en méditation mindfulness. Tu es aussi expert en profiling, expert en coaching, et tu as accompagné des centaines, voire des milliers de personnes au courant de ta carrière à pouvoir justement changer certains schémas et changer une programmation qu'ils avaient. Donc, à travers tous ces coachings et tous ces accompagnements que tu as fait, quelle est la plus grande leçon que tu as tirée sur la nature humaine? Déjà, c'est que c'est complexe. Tu l'as dit, on a un héritage depuis la nuit des temps. Donc, on a évolué. Et notre cerveau aussi, il a évolué avec l'évolution de l'humanité. Et on a gardé certains réflexes. Et donc, comment distinguer entre les réflexes qui sont automatiques et le fait d'utiliser notre cerveau? Parce qu'on est né sans mode d'emploi. Je ne sais pas comment utiliser mon cerveau. Donc, si je n'ai pas appris à utiliser mon cerveau, c'est-à-dire à l'orienter par rapport à un objectif, à l'orienter, comment gérer une relation, comment gérer mes émotions, parce qu'il y a des émotions qu'on vit tous les jours, je peux être perdu. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir, par différents outils que tu as cités, une façon de pouvoir dire, moi, j'ai la capacité de dire, je veux aller ici, je vais aller ici. Donc avec des disciplines comme ça, on a plus de capacité à prendre contrôle sur nous-mêmes, à prendre contrôle sur nos mécanismes inconscients qui nous régissent sans forcément qu'on en ait envie parfois. Et ça nous permet d'aller changer des schémas. Aujourd'hui, ces mécanismes inconscients sont aussi vus en entreprise. Énormément, dans les rapports qu'il y a entre les gens, dans les rapports qu'il y a entre un manager et son employé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le stress et le burn-out sont en train d'exploser dans les entreprises. Ça explose. D'un côté, ça devient une tendance de parler de santé mentale, ce qui est excellent, ce qui fait que plus de cas de burn-out sont recensés. C'est pas forcément qu'il y a plus de burn-out qu'avant, c'est qu'on en parle plus. Donc, selon toi, quelle est une erreur majeure que font les entreprises dans la gestion de la santé mentale de leurs employés? En fait, moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les entreprises. Et ce que j'ai constaté, c'est cette erreur, si erreur est, c'est de vouloir traiter juste d'un point de vue individualisé le stress. C'est-à-dire, il y a du stress qui existe un peu partout dans l'entreprise, mais se dire, tiens, c'est une personne qui a du stress, on va la coacher. C'est un département qui a du stress, on va les former. Et le fait de faire des formations, que ce soit en mettant de la méditation, en faisant de la gestion du stress, des choses comme ça, c'est intéressant en soi, mais s'il n'y a que ça qui est fait, c'est un peu comme si on mettait un pansement et qu'on ne va pas aller profondément sur le problème. Et le problème, parfois, il peut être, on va dire, de l'ordre des valeurs qui ne sont pas
clairement définis, qui peuvent être du management où il y a trop de pression, parce que les objectifs sont inatteignables. Là, j'étais dans une entreprise il n'y a pas longtemps où le responsable me dit « Moi, je vise 0 accident de travail. Moi, je vise 0 défaillance. Moi, je vise 0 rebut. » Et je lui dis « Mais est-ce que vous croyez que ça, c'est possible ?» Il dit « Au Japon, c'est possible. » Je dis « Oui, mais au Japon, il y a une autre culture. Il y a une autre mentalité. » Et même si au Japon, ils arrivent à se rapprocher de ça, bah, il y a aussi des impacts derrière. Il y a des gens qui, after work, qui vont aller se saouler. Il y a des gens il y a du taux de suicide qui va en avant. Et c'est vrai que c'est une culture qui ne va pas forcément exprimer ses émotions. En Méditerranée, on a des cultures où on va exprimer nos émotions et on n'est pas forcément d'accord avec un management qui peut, on va dire, être top-down et pas participatif. Donc si c'est quelque chose qui est plutôt en mode directif, bah, ça ne crée pas de la motivation et ça peut engendrer du stress ou du burn-out si les personnes n'atteignent pas leurs objectifs. Donc c'est plutôt traiter la cause et non le symptôme seulement. Exactement. Donc que ça soit un truc systémique. Parce que si on traite que le symptôme, bah, ça sera momentané. C'est un peu comme si j'ai pris un truc j'ai mal à la tête, j'ai pris quelque chose, je vais mieux, mais ça ne traite pas le problème. En profondeur. Et puis souvent, ce qui se passe aussi avec les employés qui sont appelés à faire des formations au sein de l'entreprise dans le domaine du développement personnel, c'est qu'ils voient derrière l'intention de l'entreprise. Dans le sens où, ouais, vous êtes en train de nous mettre sous des tonnes de pression et ensuite vous venez patcher ça avec une petite formation. Comme une crème. Comme une petite crème, ouais, exactement. Et donc, il y a une sorte de rébellion, non seulement contre l'entreprise, mais aussi contre ses formations. Ouais, en plus, ils ne sont pas demandeurs. Ils ne sont pas demandeurs. Ils ne sont pas forcément demandeurs. C'est vrai. Et moi, je me souviens, une fois, j'étais allé dans le sud et puis le dirigeant, il me dit juste avant la formation. Donc, j'ai fait à peu près 600 km et là, une société qui fait de l'export. Et puis là, le dirigeant, il me dit avec le DRH, il me dit, j'aimerais vous parler juste avant de démarrer. Je dis, OK. Il me dit, voilà, franchement, on n'attend rien de l'équipe. Il y a beaucoup de conflits entre eux. Et puis, on n'a plus confiance en eux. Je dis, OK, pourquoi je suis venu? Il me dit, oui, bah, c'est la dernière cartouche. Soit ça marche pas. Bah, si ça marche pas, on va fermer la boîte. Déjà, il me met une pression énorme que c'est pas mon entreprise. Et comme si je viens en mode sauveur. Donc, parfois, les entreprises demandent, comme si le formateur va venir en tant que sauveur. Là, je fais la formation, je commence, je démarre. Quels sont vos objectifs? Puis je vois des gens qui ont les mains croisées, qui regardent vers le bas, qui disent j'ai rien demandé, ou bien j'ai aucun objectif, ou bien je sais pas. Et petit à petit, je leur explique comment va fonctionner la formation et je leur prouve que ce que je dis, je suis en train de l'appliquer. Si par exemple je parle de la position gagnant-gagnant, c'est du respect mutuel. Comment respecter la carte de l'autre? C'est-à-dire que si je le dis, je le fais. Donc, si quelqu'un dans la formation, par exemple, il n'est pas d'accord, je respecte qu'il ne soit pas d'accord. Donc, je l'applique. Et petit à petit, il commençait à s'ouvrir. Petit à petit, il commençait à collaborer ensemble. Petit à petit, la communication s'est mise en place. Et on a fini la formation avec une dynamique de groupe excellente. La productivité, après 2 semaines, qui a repris en flèche. 6 mois après, je revois le dirigeant. Il me dit... Bah, c'est comme quand tu les as laissés hier, ils sont, comme tu les as laissés, productifs, collaboratifs, participatifs. Qu'est-ce qui fait que ça a marché? 1, ils avaient envie que ça marche. On ne peut pas leur imposer quelque chose. Et 2, il y avait une formation de qualité. Ça veut dire que si on propose quelque chose qui n'est pas de qualité à la personne va sentir qu'on se moque d'elle. C'est infantilisant. Et c'est pas OK, exactement. Donc, il faut être, on va dire, comme disait une certaine personne, aware par rapport à la qualité de ce qu'on propose. Aussi bien du management, de la formation, du coaching. Et comme aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent dans ce domaine-là, donc il n'y a pas forcément de la qualité. Et c'est très important de se renseigner en amont sur où est la qualité. En termes de performance, justement, pour parler des personnes qui approchent ce métier à leur propre manière, alors que c'est un métier qui est régi, qui est dans un cadre, bien sûr, qui va être adapté à des situations différentes, mais il faut que les personnes se rendent compte qu'en termes de performance, c'est des outils d'optimisation. Ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait derrière d'abord, et ensuite, on ramène quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour optimiser ce travail-là et faire en sorte qu'il se passe du mieux qu'on peut. Et je pense que c'est ce que beaucoup de
professionnels du domaine aujourd'hui et d'influenceurs sur les réseaux sociaux ne disent pas. Il te dit, ouais, achète mon programme et ça va te donner un sens à ta vie. Achète mon programme et tu vas devenir riche en 3 semaines. Oui, d'accord, mais je peux faire une séance d'hypnose, mais je ne me réveillerai pas demain matin avec les pieds de Messi. Non. Il y a des heures de travail à mettre derrière. Oui. Si je mets les heures de travail et qu'ensuite je fais une séance d'hypnose, je pourrais aller plus vite, je pourrais être plus efficace. Je parle d'hypnose précisément, mais n'importe quelle autre discipline de développement. Et donc, tu as accompagné aussi, pas seulement des entreprises, mais tu es parti aussi dans le monde du sport et tu as accompagné une équipe de football ici en Tunisie pendant l'année de son sacre en tant que championne de Tunisie. C'est en 2008-2009. 2008-2009. Et tu les as accompagnés en tant qu'accompagnateur mental. Tout à fait. Et pour dire que l'accompagnement physique est important, tout autant que l'accompagnement mental. C'est complémentaire. Mais si ces joueurs-là n'allaient pas s'entraîner 4 fois par semaine, ils n'auraient pas gagné la coupe, ils n'auraient pas gagné le championnat. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience-là où tu as accompagné une équipe de foot? Parce que souvent, on a une image d'accompagnement individuel, mais là, c'est une équipe, c'est des gens qui ont un seul objectif et qui sont là et qui ont envie de gagner, mais tout ne dépend pas d'eux. Donc, comment tu fais pour accompagner mentalement une équipe de football? En fait, c'était une opportunité dans le sens où j'ai accompagné un groupe d'entreprises. Et le dirigeant de ce groupe d'entreprises, il s'est trouvé en train de diriger un club sportif. Et donc, c'était le CSS, un des 4 grands clubs en Tunisie. Et donc, il m'appelle, il me dit, écoute, Saïl, j'aimerais bien, là, je viens de présider ce club-là. J'y connais pas grand-chose en foot. Je lui dis, moi non plus. Mais dans le coaching, on n'a pas besoin d'être expert parce qu'on accompagne des experts. Et donc, je lui dis, pour pouvoir les accompagner, j'ai besoin de faire un diagnostic. Donc, j'ai fait un état des lieux pour voir où est-ce qu'ils en sont, au niveau aussi bien mental qu'au niveau relationnel. Et suite au diagnostic, j'ai proposé un plan d'action. Et le plan d'action, il a consisté à, écarter toutes les personnes qui étaient là pour saboter. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient là pour saboter. Donc, je peux tout à fait proposer un accompagnement mental, mais si derrière, il y a des personnes qui viennent couler le bateau, ça ne sert à rien. Ça va donner 0 résultat. Donc, c'est ce que tu disais, c'est plutôt quelque chose de global. Il y a le physique, il y a le mental, mais aussi leur côté organisationnel. Donc, moi, j'interviens qu'au niveau mental. Et par la suite, donc, quand il y a eu l'aval du président du club, j'ai d'abord noué un rapport de confiance avec son numéro 2, numéro 2, et en même temps, nouer un rapport de confiance avec le coach et le capitaine d'équipe, et après les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de faire ces rapports de confiance de manière à ce que après le message passe d'une manière fluide. Et par la suite, pendant la saison, il y avait toutes les semaines, j'allais, ou bien que ce soit en Tunisie, ou bien à l'étranger, pour les accompagner au niveau mental. Et ça a donné un impact très fort, très positif. Et dans cette expérience-là, j'étais moi-même en co-coaching avec mon père, donc on était tous les deux, et je trouvais ça excellent comme expérience, parce que aussi bien on les accompagnait eux, que nous on faisait le chemin pour y aller, et on discutait, c'était très sympa comme échange, donc on a vraiment passé une très très belle expérience. Ça devait être magnifique. Excellent. Ça devait être magnifique. Excellent. Quels outils tu as utilisés avec ces Plusieurs outils. Alors déjà, il y a la PNL, qui est la programmation neurolinguistique, c'est comment orienter son cerveau. Par exemple, je te donne un exemple concret, un joueur qui me dit, moi je joue, et j'entends des gens me huer ou m'attaquer. Donc, il y a besoin de faire une technique de PNL qui s'appelle la dissociation. C'est-à-dire qu'il a besoin de se dissocier, comme s'il n'est plus dans son corps, et mentalement, il est ailleurs, pour ne pas être impacté émotionnellement. D'autres techniques d'hypnose, par exemple, de façon à visualiser la réussite. D'autres techniques de feedback, c'est comment voir la perte comme un retour d'info, plutôt que comme on a perdu et émotionnellement, on n'est pas bien. Et en même temps aussi, la dynamique d'équipe qui se construit à travers, tu as dit tout à l'heure, le profiling, c'est quand je connais l'autre, je peux mieux interagir avec lui parce que je ne vais pas juger son comportement en disant « oui, lui, pourquoi il me fait ça ?» et l'autre, pourquoi il me fait ça. Donc, il y a des comportements sous stress. Par exemple, il y a un profil qui s'appelle type promoteur qui est sous stress, uniquement sous stress, ne va pas aider. Et donc, ça peut être un joueur qui va, au lieu de placer la balle là où il faut, il va la placer plus loin en mode « fais un effort pour l'avoir ». C'est pas utile quand on est dans le match. Et tout ça, c'est inconscient. Tout ça, c'est inconscient. Pas fait exprès. Tout ça, c'est inconscient. D'autres joueurs, et la majorité des joueurs, il y avait un profil qui s'appelle empathique. Sous stress, ils font des erreurs involontaires. Donc, quand ils sont dans l'entraînement, ça se passe très bien. Sous la pression, s'ils ne gèrent pas le stress, ils font des erreurs involontaires. Donc, devant le goal, la cage est vide et la balle part ailleurs.
Donc, il y avait des profils comme ça qui étaient différents, dont un, je me rappelle, c'était un buteur qui, lui, avait un autre profil qui est plutôt qu'on appelle type rebelle, qui n'est pas rebelle, mais qui va avoir une façon différente de voir les choses. Et je me souviens qu'avec lui, on avait fait un pari, qui est qu'à chaque fois qu'il marque un but, il nous donne de l'argent. Mais à chaque fois qu'il ne marque pas, on lui donne de l'argent. Donc, on a fait l'inverse, parce qu'il fonctionne en mode inverse. Et donc, à chaque fois, il se disait, je marque pas. Et à chaque fois, il marquait, du coup. Et donc, il se retrouvait à nous donner de l'argent. Mais il avait de l'argent de l'autre côté. Donc, il était content. Mais une petite somme, quand même. Donc, c'était en complicité. Voilà. Donc, tout ça, c'est de l'adaptation. Donc, comment amener des gens vers un objectif ? Il y a le coaching individualisé, oui, mais aussi le coaching d'équipe qui est basé aussi sur des valeurs et des rituels. On a mis en place également des rituels qui permettent de les rassembler parce que si ce n'est pas un travail d'équipe, il n'y a pas de résultat. Donc, très, très belle expérience. Donc, ce que tu as fait, en partie, bien sûr, c'est de créer une culture au sein de cette équipe-là. Tu as utilisé le mot culture tout à l'heure et c'est un mot qui me parle énormément parce que je pense que c'est ce qui réunit un groupe d'individus sur des valeurs même, sur un objectif similaire et ce qui va faire qu'on va aller vers cet objectif-là. Et à ce niveau de performance, ça se joue sur vraiment des micro-actions. Ça se joue sur, tu as parlé tout à l'heure de la personne qui pousse la balle un petit peu trop loin. Ça peut changer un match quand on est en train de parler de football. Mais complètement, et on le voit. Donc, tu actionnes aussi dans le fait de travailler en collaboration avec ces gens, dans le fait de créer une culture au sein d'une entreprise, au sein d'une équipe. On va revenir rapidement, si tu veux bien, vers le côté de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui arrive, et cette tendance-là, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, la Gen Z principalement, est en train de ramener une nouvelle vision de l'entreprise, du rapport au travail. Aujourd'hui, une personne de la génération Z a l'option d'aller prendre son PC, son téléphone, de créer son propre petit business où il n'y a besoin d'aucun investissement. Et donc, attirer cette personne-là devient de plus en plus compliqué pour les entreprises. Ton salaire, je peux me le faire en 3 jours de travail si je veux. Qu'est-ce qui me pousserait en dehors de ce salaire-là à venir travailler chez toi, à rester chez toi 2-3 ans? Parce qu'avant, on motivait par l'argent. C'était la chose la plus logique, la plus simple. On met ça en place. Si tu atteins tel objectif, on va doubler ton salaire. Ok, merci, au revoir. Aujourd'hui, on a des moyens de se faire de l'argent sans investissement. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué pour les entreprises de retenir cette génération-là. Donc, d'abord, il y a une phrase qui revient énormément. Cette phrase, c'est que c'est une génération difficile à gérer. Est-ce que pour toi, c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? Je dirais les deux. Ça peut être vu comme un mythe parce qu'en fait, si on prend les entreprises, chaque fois qu'il y a eu une nouvelle génération, il y a toujours eu ceux qui étaient avant qui disaient ouais, c'est difficile, c'est compliqué, génération X, génération Y, je sais pas quoi, le bien-être au travail, blablabla. Il y a toujours eu, même quand il y a eu les baby boomers, il y a eu cette façon de dire oui, ils sont différents. Donc ça, ce côté-là, c'est un mythe. Ça veut dire que ceux qui sont en place vont voir les autres en mode différent. Mais en même temps, en quoi ça peut être une réalité ? Parce que comme les gens qui sont déjà en place, ils ont une façon de faire, ils ont une habitude, ils ont une zone de confort, les autres qui arrivent, la génération Z, viennent les bousculer dans cette façon de faire qui est différente, dans cette vision qui est différente, dans tout cet environnement qui est différent. Et donc, si le manager n'a pas cette capacité, il n'est pas formé pour s'adapter à la nouvelle génération, il est perdu. Parce que ce n'est pas les mêmes repères. Parce que, et moi je les vois, quand je dis il est perdu, c'est des retours, des témoignages. C'est pas mon avis personnel. C'est des personnes qui me disent, moi je ne sais pas comment faire pour les retenir. Ils ne veulent pas faire ce que je demande. Donc tout ce qui est autoritaire, tout ce qui est je te dis fais-le, ça passe pas. Ça fonctionne pas. Et donc, ces managers-là, ils sont perdus. Et c'est les témoignages que j'ai quand je les forme ou je les coach en entreprise. Et la question, c'est est-ce qu'il y a, moi, en tant que manager, cette vision de remise en question ? Parce que c'est là le point de départ. Si moi, je ne me remets pas en question en disant... peut-être que ma façon de faire, elle n'est pas adaptée à eux. Et forcément, comme moi, quand je venais d'arriver, quand je suis arrivé, moi aussi, je me suis trompé. Et donc, si moi, je veux que les choses soient parfaites, il faut mettre un environnement qui est adapté à l'autre, pas adapté à moi. Tout simplement. Et quand je m'adapte à l'autre,
eh ben, je suis à son écoute et je vais lui proposer ce qu'il veut. Et quand je lui propose ce qu'il veut, à partir de là, il peut rester. Il peut dire oui, c'est motivant, j'ai envie de rester, je me sens bien ici et finalement j'ai la sécurité parce que de l'autre côté, c'est vrai que je peux monter un business, mais de l'autre côté, il peut ne pas y avoir de la sécurité. Alors que là, quand même, j'ai du bien-être et en même temps, j'ai de la sécurité. Ouais, Donc, ouais. Et je pense qu'il y a une nuance qui est très importante aussi, c'est de comprendre que les intentions sont bonnes des deux côtés. Donc la nouvelle génération a de bonnes intentions envers l'entreprise, mais elle veut qu'elle s'adapte vers elle. Et l'ancienne génération a de bonnes intentions envers la génération Z parce qu'ils veulent les faire évoluer comme eux ont évolué. Ensuite, ce qui vient peut-être d'éteindre sur ces bonnes intentions, c'est le jugement. C'est le fait qu'on est en posture de juger parce qu'on pense être dans la posture qui a raison. Pour les deux générations, ça ne veut pas dire que j'ai plus d'expérience, donc mon avis va peser plus que le tien. Aujourd'hui, on parle d'une génération qui est née avec Internet, qui a accès à l'information, qui a un accès beaucoup plus optimal non seulement à l'intelligence artificielle aujourd'hui, aux recherches, et qui va aller beaucoup se renseigner, et qui a eu accès à ça très très jeune. Donc déjà, ça impacte la façon dont on approche le monde, ça impacte notre cerveau au niveau chimique. Donc si on parle de temps d'attention par exemple, si on prend un boomer, le temps d'attention moyen d'un boomer c'était 20 secondes. Un Gen Z, c'est 8 secondes au maximum. Donc on voit clairement le contraste. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose dans l'absolu? Je pense que la question elle est ailleurs. Je pense que la question elle est de comment on peut utiliser cette différence au mieux pour pouvoir faire avancer les choses. Et pour revenir sur des statistiques aussi, un boomer restait entre 8 et 10 ans dans une entreprise en moyenne. Donc certains restaient toute leur vie. C'était normal de rentrer dans une entreprise et de prendre sa retraite dans la même entreprise. Aujourd'hui, un Gen Z ne restera pas plus en moyenne, bien sûr, de 2 ans. 2 années. Ça veut dire qu'il y en a qui restent 6 mois, il y en a qui restent 1 an. Et pour les plus tenaces, on va dire, entre guillemets, ils vont rester jusqu'à 3 4 ans. Mais la moyenne, c'est 2 ans. Donc aujourd'hui, c'est un grand challenge dans l'entreprise de pouvoir les retenir. On a parlé de quelques leviers. Qu'est-ce que tu mets en priorité? Toi qui es PDG d'une entreprise, qui travaille très certainement avec des jeunes, qui a accompagné beaucoup de jeunes, qu'est-ce que tu mets en place dans ton entreprise pour pouvoir permettre aux jeunes de rester plus longtemps, d'être épanouis? Et si tu pouvais nous donner 3 priorités. alors, ce qui est important, c'est de travailler dans de la flexibilité. Parce que c'est des personnes, comme tu as dit, d'attention très réduit. Donc, il y a besoin de faire quelque chose qui est plutôt comme si on faisait du management à la carte. C'est qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Moi, il m'intéresse ça et ça et ça. Aujourd'hui, mais demain, il m'intéresse ça et ça et ça et ça. Donc, première chose, flexibilité. Deuxième chose, c'est donner du sens. Pour la génération Z, ce qui est important, c'est donner du sens. Ça veut dire, je fais ça pourquoi? Pour quel but? À quoi ça sert tout ce que je fais? Donc, c'est aussi permettre d'apporter quelque chose, de donner une contribution. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir on va dire, ce bien-être au travail. Parce que si la personne ne se sent pas bien, pourquoi elle va rester? Si Génération Z te dit, je peux rester chez moi à la maison, je suis peinard, je suis tranquille, etc., pourquoi je vais me déplacer? Et puis aussi, quand je dis flexibilité, ça peut être rester à la maison, bosser depuis chez soi. D'ailleurs, après le Covid, beaucoup d'entreprises, on travaille de cette façon-là, en mode depuis chez moi, 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, la génération Z demande que ça soit parmi les prérogatives pour venir travailler chez toi. J'aimerais qu'il y ait cette possibilité d'être flexible, en fait. Donc, c'est vraiment... Quelque part, c'est un peu comme du nomadisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté sédentaire de « je suis quelque part ». Non, je bouge. Je bouge. Et aujourd'hui, 5 ans après le Covid, on a le recul pour voir des stats concrètes sur l'efficacité, sur la productivité quand on travaille à la maison, vs quand on travaille au bureau. Et on voit de plus en plus que les stats nous disent que beaucoup de personnes, quand elles sont à la maison, arrivent à être plus productives. Il y a moins de politique de bureau, il y a moins de va-et-vient, il y a moins de discussions avec les collègues. Quand j'ai une tâche, je la fais. Et puis, il y a des stratégies aussi que les managers peuvent mettre en place. Ils peuvent utiliser des leviers. Avec mon entreprise, on a pris le temps de faire 6 mois de recherche par rapport à la génération Z. On a écrit un bouquin qui est justement spécialisé dans l'accompagnement des entreprises à retenir la génération Z. Et ce qu'on a remarqué en termes de travail flexible, par exemple, c'est que les managers qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui arrivent à être flexibles tout en donnant des conditions à côté. Ok, tu veux rester à la maison, tu restes à la maison. Mais si en entreprise, tu me fais 10 tâches par jour, à la maison, tu m'en fais 11.
On ne dit pas 15, on ne dit pas 20, il faut rester réaliste. Et la personne, en fait, c'est un appât qu'on donne à la personne, mais c'est un appât qui est sincère. Et c'est ça, je pense, qui fait vraiment la différence. Est-ce que l'approche du manager est sincère? Est-ce qu'il met vraiment en lumière les besoins de la personne? Ou est-ce qu'il le fait parce qu'il sait que ça fonctionne? Je pense que ça, c'est quelque chose qui est... C'est comme partout, hein. Si on n'est pas authentique, ça ne fonctionne pas. Et la génération Z, elle est très à cheval sur l'authenticité. Aussi bien eux en tant que personne que est-ce que le manager il est authentique. Et là en PNL il y a un outil qui s'appelle la calibration, c'est l'observation. Est-ce que ce que je dis, est-ce que je montre est en accord? Donc est-ce que je suis en congruence ou en incongruence? Donc ça c'est très important pour pouvoir fidéliser quelque part les salariés. Tout à fait. Si tu avais 30 secondes pour orienter un jeune perdu dans sa carrière, tu lui dirais quoi? N'importe quel jeune. Peut-être le conseil le plus générique que tu pourrais donner à un jeune en particulier qui est un peu perdu. Je me souviens, c'était dans une association qu'on a créée, c'est Synapse Développement. Il y avait un jeune qui m'avait dit comme ça, je suis perdu, etc. Puis moi, j'avais dit, écoute, observe-toi comme si tu es le héros de ta vie. Et en tant que héros de ta vie, observe le chemin, observe là où tu veux aller. C'est-à-dire, mets-toi un objectif en tête. Et quel que soit ce que tu vas rencontrer comme embûche, comme problème, ce qui est important, c'est pas forcément ce qu'il y a comme problème. C'est plutôt qu'est-ce que tu en fais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu apprends. Et donc, plus tu vas avancer, plus tu vas apprendre. Et plus tu vas apprendre, plus tu vas grandir. Et plus tu vas grandir, plus tu vas aller dans le chemin qui t'intéresse, ce que tu veux, etc. Et en même temps, c'est aussi de s'entourer d'outils, de techniques qui te permettent de le faire. C'est-à-dire que tu aies des ressources. Parce que oui, il y a des obstacles. Mais comment contourner les obstacles? Comment gérer les obstacles? Ça s'apprend. Et parfois même les utiliser à notre avantage. Parce C'est qu'un le obstacle but. peut devenir un tremplin. C'est le but. Ça dépend de l'angle de vue. Ouais. Ça dépend de l'angle de vue. Donc, si tu changes d'angle de vue, le problème deviendra une opportunité. Donc c'est vraiment, tout est dans le rapport qu'on a aux choses. Exact. Au final. Donc c'est notre rapport subjectif qui va régir la façon dont on vit nos vies. Deux personnes peuvent vivre précisément la même vie, mais dépendant du rapport que chacun va avoir, l'un va être heureux, l'autre va être déprimé. Tout dépend du mindset. Tout à fait, tout à fait. Je discutais avec un ami hier, on se parlait au téléphone, lui il est au Canada. Il me racontait un petit peu ce qui lui arrivait au boulot en ce moment. Lui, il est dans l'hôtellerie, qui est un domaine extrêmement exigeant, où on fait des shifts de 12-13 heures. Il a un très bon poste, hein. Il est directeur, il gère une équipe d'une 50aine de personnes, bientôt 90. C'est quelqu'un qui est extrêmement bosseur, qui est pratiquement de la génération Z, hein, qui a aujourd'hui 28-29 ans à peu près, mais qui a été élevé plus à la façon Gen X. D'accord? Donc aujourd'hui, lui, il se retrouve en tant que responsable d'une équipe d'une 50aine de personnes et il se retrouve entre le marteau et l'enclume. Parce qu'en haut, le management lui demande de mettre beaucoup de restrictions sur les heures de travail des employés. Et dans l'hôtellerie, on est payé à l'heure, surtout au Canada. Donc moins d'heures égale moins d'argent. Et de l'autre côté, il a les syndicats. Parce que les syndicats sont très puissants au Canada, qui du coup lui mettent la pression pour pouvoir réinstaurer des heures. Et quand les employés se plaignent, la direction met tout sur le dos de cette personne-là. Donc c'est un petit peu un bouc émissaire. Donc ça, c'est ce que je pourrais peut-être qualifier comme un environnement un petit peu toxique dans une entreprise. On prend une personne, on lui met toutes les responsabilités sur le dos, les employés le détestent, le management l'utilise comme bouc émissaire. Est-ce qu'en toute sincérité, on peut reprogrammer une culture d'entreprise qui est toxique dans ce style-là? Et si oui, par où commencer? On peut reprogrammer. Et faut mettre les moyens. Ça veut dire qu'avant de reprogrammer une société qui est toxique, il y a besoin d'abord de faire un état des lieux. C'est-à-dire que où sont les défaillances, où sont les problèmes, le management, il est fait de quelle façon, et dans un deuxième temps, après avoir fait le diagnostic, dans un deuxième temps, c'est agir. Ça veut dire quoi agir? Ça veut dire que ne pas laisser de l'impunité. C'est-à-dire que si un manager peut faire ce qu'il veut comme il veut, on ne peut pas traiter. Donc il y a besoin de recadrer, il y a besoin de traiter, il y a besoin de développer une autre culture qui est une culture d'écoute, mais d'une écoute sincère, sans jugement, sans dire c'est bien ou c'est mal, ou tiens, je vais noter ce que tu me dis, je vais mettre ça de côté. Travailler une dynamique qui permettrait de fédérer les gens à travers les valeurs. C'est les valeurs qui vont faire fédérer les gens, et créer une dynamique qui va... On va dire, c'est comme si on nettoie pour recréer. Et c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que pour
c'est un défi, c'est un challenge, hein, c'est pas quelque chose qui est comme ça. Et il faudrait que ça vienne d'en haut. C'est-à-dire que la décision, il faudrait que le dirigeant de l'entreprise, c'est soit lui qui prenne la décision. Je me rappelle un bouquin qui s'appelle De la performance à l'excellence de Jim Collins, excellent bouquin, qui travaille sur le fait que c'est le numéro 1 de l'entreprise qui choisit les collaborateurs qui sont experts dans son domaine. Donc, dans ce type d'entreprise toxique, ils devraient choisir et éliminer. Un peu comme je t'ai dit quand j'ai accompagné l'équipe de foot, où j'ai redonné l'information au premier responsable, et ces personnes-là n'ont pas été exclues du club, mais elles ont été prêtées. Donc, il y avait eu 4 ou 5 joueurs qui ont été prêtés à d'autres clubs, de façon à ce qu'on enlève le côté toxique. Parce que sinon, si on n'écarte pas les gens qui sont toxiques, ça ne traite pas. C'est pas juste on fait une formation en coaching où on fait de la mindfulness ou de la méditation, où on fait une séance d'hypnose, ça va être réglé. Donc il y a une réalité crue qu'il faut voir dans les yeux. Faut traiter. Ouais. Faut traiter. Si j'ai une amputation à faire, je fais une amputation. Si je veux continuer à vivre. Sinon, ça peut être la mort de la structure, la mort de l'entreprise. C'est une réalité. Hein. Mais donc, pour répondre à tes questions, oui, c'est possible. Ça prend du temps. Il y a un plan d'action. Ça doit venir d'en haut. Et créer une nouvelle dynamique, il y a besoin qu'il y ait un accompagnement. Idéalement, s'il y a un consultant ou un coach ou quelqu'un qui vient pour accompagner la structure, c'est mieux parce qu'il a un regard neutre. Je te dis ça parce que moi, j'ai accompagné beaucoup de structures dans ce sens-là et ça a donné de super résultats. Pas forcément toxiques, hein, mais quand il y avait de la toxicité, je le disais, et quand les gens faisaient ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on remobilise la personne ailleurs, les résultats étaient là derrière. Tant qu'il y a la volonté d'agir et de changer les choses. C'est ça, mais ça prend du temps pour ce type de situation-là. Même pour développer la volonté, ça prend du temps. Souvent, ça va être quand on voit qu'il y a des répercussions financières sur la rentabilité. Je parle d'un point de vue d'un directeur d'entreprise. Souvent, les métriques à travers lesquelles il juge la performance de l'entreprise, c'est combien d'argent est en train de rentrer. Et souvent, c'est au moment où on se casse la gueule financièrement qu'on se dit il y a des décisions à prendre, il y a des choses qu'il faut changer. C'est une vision plutôt cartésienne. C'est une vision plutôt occidentale. Si on va dans une vision plutôt orientale, en Orient, c'est différent. On va aller voir le médecin que pour rester en bonne santé. Et ça se répercute même en entreprise. C'est-à-dire qu'on va tout faire, tu sais, des trucs là, de tai chi, de bien-être, etc. Tout ça pour le bien-être de l'entreprise. C'est proactif, c'est pas exactement. On n'attend pas qu'il y ait des problèmes pour les résoudre. Dans notre vision à nous plutôt occidentale, c'est il faut qu'il y ait un problème et que quand il y a un gros problème, là, on commence à réfléchir à peut-être faire appel à quelqu'un pour nous accompagner. Donc éviter le problème versus régler le problème. Tout à fait. Quel est le conseil le plus contre-intuitif que tu pourrais donner à un manager qui veut améliorer la motivation de son équipe ? Arrête de les motiver. De les motiver. Écoute-les. Au lieu de parler, tu dis rien. J'ai des managers qui disent je comprends pas, je les pousse, j'arrête pas de les pousser. Mais si tu pousses, ça donne rien. Tire, fais autre chose. Donc au lieu de pousser, écoute-les. Au lieu de motiver, sois à l'écoute. C'est-à-dire, eux, ils vont te donner de quoi ils ont besoin. C'est très simple à faire, mais en même temps complexe parce que ça demande un effort de sortir de sa zone de confort, d'être à l'écoute active. C'est qu'est-ce que tu veux réellement ? Et ça s'apprend. Nous, quand on fait des formations de manager coach, les gens, ils apprennent à écouter d'une manière à être efficace. Il y a de l'efficacité derrière. C'est pas juste t'écoute pour t'écouter. C'est pas je t'écoute, je prépare ma réponse. Non. Je fais le vide dans ma tête et je t'écoute pour répondre à ton besoin. On a vu ça dans les formations qu'on a données justement en manager coach, parce que à travers toi, justement, on a la chance de représenter Psynaps en Algérie, et toi, tu es le représentant en Afrique. Donc, on a vu aussi que beaucoup de gens venaient, par exemple, faire le manager coach ou la PNL, et ils s'attendent à apprendre à parler. Et ils sortent la formation, ils sont en mode, finalement, je sais parler, je ne savais pas écouter. Tout à fait. Et ça, vraiment, parce que ça en dit long sur les attentes des gens. Très, très souvent, le résultat qu'on va avoir peut être différent de l'attente qu'on avait, et c'est OK. Oui, c'est OK. Et si c'est OK pour eux. Si c'est OK pour eux. C'est tout. Évidemment, évidemment. Donc, je sais que c'est une question qui vraiment pinpoint quelque chose, et peut-être que c'est des questions que tu n'aimes pas, toi, à travers ta posture de coach. Mais s'il y avait une chose particulièrement que tu pouvais choisir dans la manière dont les entreprises fonctionnent aujourd'hui, que tu pouvais changer, ça serait quoi ?
Une chose que je pourrais changer. J'ai le pouvoir, j'ai une baguette magique. Supposons que tu as une baguette magique. Tu me passes ta truc là. Alors, Voilà. j'ai la baguette magique. Qu'est-ce que je vais faire? Et tu as 100 millions de dollars aussi, donc il y a les budgets. Ah, le budget, super. Yallah. Super. Alors, en fait, ce serait de mettre l'humain au centre, mais vraiment l'humain au centre, tu vois. C'est un peu comme nous, quand on fait de la thérapie ou du coaching, on met le client au centre. C'est-à-dire que c'est lui qui est le décideur, c'est lui qui est acteur de son changement. Puis là, ce serait de faire le parallèle entre ce que nous, on fait en thérapie ou en coaching et de le mettre en entreprise. C'est-à-dire mettre le salarié au centre. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, pour être bien ici, dans l'entreprise, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Bien sûr, c'est faisable, hein, parce que s'il me dit, ouais, moi, je désire la dernière grosse bagnole avec le dernier gros smartphone, etc., et que c'est pas faisable, c'est pas faisable. Mais dans la mesure du faisable, qu'est-ce qui te permettrait d'être épanoui, de te retrouver? Parce que la solution, elle est chez toi. Au lieu de moi me casser la tête en tant qu'entreprise, dire, il te faut, tiens, on va faire de la méditation, du bien-être, je sais pas quoi, et que c'est pas adapté pour toi. Bah, je vais te poser la question, qu'est-ce qui est adapté pour toi? Donc, s'il y avait un truc à faire, ça serait vraiment de le faire, mais pas en mode, tu sais, il y avait un directeur général à un moment donné qui me disait, tu sais ce que veut dire RH? Je dis quoi? Il dit, rendre heureux. Rendre heureux? Je n'ai pas cette capacité de rendre heureux. Je ne suis pas capable de rendre heureux. Mais, même avec la baguette magique. Même avec la baguette magique. Mais je peux t'écouter et je peux faire en sorte que, comme tu m'as demandé quelque chose, je vais satisfaire ton besoin. Du coup, bah, tu seras satisfait. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, s'il y avait un truc à faire, ça serait ça. Et puis, je te rends la baguette magique pour continuer ton travail, pour faire de la magie dans d'autres secteurs. Super, écoute. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, les disciplines que tu maîtrises seront systématiquement budgétisées dans les entreprises? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera systématiquement développé. Je ne suis pas dans 10 ans. Je ne suis pas devin. Mais j'espère. J'espère qu'il y a une... De toute façon, c'est en train de se faire là maintenant. Il y a une réelle prise de conscience que tous ces outils ont un impact. Maintenant, pour que ça ait encore plus d'impact, je pense qu'il y a besoin qu'il y ait des études étayées qui vont montrer la preuve que quand on fait telle formation, tel accompagnement ou tel changement de mindset. Voilà l'impact. Parce que moi, en tant que thérapeute, coach, enseignant, je peux en témoigner que des entreprises que j'ai accompagnées, elles ont triplé leur chiffre d'affaires. Mais ce n'est que moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une étude derrière, il n'y a pas eu un T0, T1, qu'est-ce qui a été fait, etc. Donc une étude qui serait structurée avec des statistiques pourrait rassurer des chefs d'entreprise en disant, voilà, si tu investis là-dedans, voilà le retour d'investissement que tu peux avoir. Parce que c'est ça qui intéresse l'entreprise. Réellement, moi, quand je vais dans une entreprise, je leur dis, ce qui est important, c'est votre retour sur investissement. Le fait que je sois venu, si ça ne va pas impacter votre chiffre d'affaires, ça ne sert à rien. C'est pour ça que dès que j'ai démarré à 20 ans, je leur disais, c'est satisfait ou remboursé. Soit vous voyez l'impact, tant mieux. Vous ne voyez pas l'impact, je ne vous donne pas de facture. Parce que je suis dans un réel engagement de qualité. Et donc, je m'engage sur la qualité. Après, je ne m'engage pas sur le fait que les collaborateurs, les participants à la formation, l'appliquent. Ouais. Mais s'ils l'appliquent, oui, il y a un impact. Mais s'ils ne l'appliquent pas, moi, je ne peux pas être derrière eux pour appliquer à leur place. Donc, il y a aussi la notion de responsabilité. Donc, s'il y a ce rapport de confiance, tout se passe bien. Et toutes les entreprises qui font ce type d'accompagnement, elles évoluent et elles montent. Et les grosses boîtes font ce type de formation. Ouais, et elles en sont conscientes. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui sont en train de sortir. Il y a beaucoup de grands groupes d'audit qui sont en train de faire des études approfondies en entreprise. Aux États-Unis, par exemple, ils ont vu que pour chaque dollar investi dans la santé mentale, l'entreprise rentabilisait entre 3 et 5 dollars. Et ça, sur des bases d'absentéisme, par exemple, parce que quand quelqu'un est en burn-out, il va pas venir. Ou quelque chose de pire que l'absentéisme, le présentéisme, c'est le fait d'être là, mais d'être complètement vide et de ne rien faire, sur l'aspect des congés maladie, parce que bien sûr le mental affecte le physique, et à un moment quand on n'en peut plus, le corps ne suit plus, et il va nous le faire savoir, il va taper à la porte, il va nous dire, mon ami, écoute, toi si tu veux continuer, moi je m'arrête. Si tu veux envoyer le cerveau tout seul au travail, mais moi je ne vais pas t'y emmener. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études statistiques qui sont en train de clairement prouver que le fait d'investir dans la santé mentale et dans le bien-être des employés est rentable concrètement et sur tous les aspects. C'est le rôle des RH de le
présenter à leurs directeurs généraux ou les PDG pour justement leur dire, voilà, il y a quelque chose qui existe, qui est là, qui est tangible, parce que c'est ça en quoi croit l'entreprise, c'est quelque chose de tangible, et non pas juste du blabla, tu m'as dit que ça marche, qui me prouve que ça marche. Comment on peut outiller les RH justement pour qu'ils aient la capacité de faire passer ce message? Parce que je sais que énormément d'RH ont cette volonté de faire avancer les choses. Mais ensuite, il y a le DFC de l'autre côté qui prend la décision financière, il y a le directeur qui prend la décision stratégique. Donc le RH se retrouve parfois à avoir des volontés de changer les choses, mais il n'a pas les moyens de le faire. Quels outils ils pourraient utiliser pour pouvoir développer leur capacité de persuasion peut-être? Qu'est-ce que tu conseillerais à un RH aujourd'hui qui est en posture de vouloir changer les choses mais qui n'arrive pas? Principalement la PNL. Principalement l'outil de PNL qui permet de gérer des émotions, qui permet de gérer le stress, qui permet de communiquer efficacement, qui permet de proposer d'autres cadres s'il est en difficulté, de voir la difficulté en mode opportunité, qui permet de traiter le changement, de gérer les conflits. Donc c'est vraiment comme une boîte à outils où il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être utiles aussi bien au RH qu'au directeur d'entreprise, qu'au manager. Moi, je suis en train de former là, des équipes de commerciaux qui l'utilisent pour créer des relations de confiance avec leurs clients. Donc, et l'impact, il est là. C'est-à-dire que vraiment, les gens, ils se rendent compte de l'impact, aussi bien professionnel que même personnellement. Ça leur change leur vision des choses et c'est vraiment quelque chose de très impactant. Ça, c'est pour moi le noyau. À côté, il y a d'autres outils comme ProcessCom, qui est un outil de profiling. Il y en a d'autres, comme Interqualia, qui est un outil de bilan de compétences. Par exemple, c'est Sikizan Mihaly, qui est un psychologue hongrois, qui a travaillé sur la notion de flow. Comment être dans le flow en travail, c'est-à-dire être motivé, ne pas sentir le temps passer. Quand il y a des problèmes, trouver des solutions, être en mode challenge et être créatif et donner le plus à l'entreprise. Il y a plein d'outils qui existent. L'objectif, c'est de dire qu'est-ce que je veux, quel est mon objectif, et après, en fonction de ça, aller trouver l'outil adapté parce que un outil est limité, il ne peut pas répondre à tout. Donc idéalement, c'est d'avoir plusieurs angles de vue, comme ici on a 1, 2 ou 3 caméras. Génial. Alors pour clôturer cette belle discussion, je vais te poser cette question et j'aimerais que la réponse soit sans contexte. Donc on oublie tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant et c'est une question que je pose à tous mes invités en fin d'épisode. Oublie tout ce qu'on vient de dire, mets-toi en mode neutre. Si tu pouvais implanter une idée, une prise de conscience ou un changement de mindset instantanément dans l'esprit de toutes les personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Ça serait soit à l'écoute de toi. Soit à l'écoute de toi. Soit à l'écoute de ta passion. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Parce que si tu fais ce que tu aimes faire, tu ne seras plus en mode je travaille. Tu seras en mode j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Et du coup, quel que soit l'endroit, quelles que soient les personnes, quel que soit le type d'obstacle qui peut arriver, quand tu es passionné, tu vis de ta passion et tu n'es plus en mode je cherche de l'argent, je cherche machin. Tu es en mode je prends du plaisir. Donc c'est vraiment cette notion-là de prendre du plaisir et grâce à ça apprendre. Voilà. Apprendre et prendre du plaisir. Cyril, merci beaucoup. Merci à toi, Elias. C'était un réel plaisir. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Merci.